suis rendu compte que j'étais enceinte au moment où j'allais accoucher. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi je m'en suis pas rendu compte. La première idée qui m'est passée par la tête, c'était de me jeter par la fenêtre, en fait. Chaque année en France, des centaines de femmes arrivent aux urgences pour accoucher sans même savoir qu'elles sont enceintes. Un trouble psychique appelé déni de grossesse. Je ne pourrais pas dire d'une femme, parce qu'elle a eu 2 fois une grossesse sans problème, qu'un jour il n'y aura pas un déni de grossesse. Je crois que personne n'est à l'abri de cet événement-là. Véronique Courgeot, justement, avait déjà eu 2 enfants avant de défrayer la chronique. Un fait divers qui met en lumière pour la première fois le déni de grossesse. Les corps de 2 bébés ont été retrouvés dans le congélateur de leur domicile. Les autorités coréennes affirment qu'il s'agit Les analyses ADN effectuées en France renforcent donc le soupçon. Été 2006, la France découvre les époux Courgeot et leur incroyable histoire. Ils nient être les parents de 2 bébés retrouvés morts dans leur congélateur à Séoul. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous ne sommes pas les parents de ces 2 enfants. Et ma femme n'a pas eu de bébé. C'est un cauchemar. Et c'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive, en fait. 2 mois plus tard, Véronique Courgeot reconnaît avoir tué les bébés nés de ses 3 dernières grossesses. Des grossesses que personne n'avait remarquées. Moi, j'ai fait des études de médecine. Je n'ai pas vu que ma belle-sœur était enceinte alors qu'on se baignait dans la même piscine. Depuis que Véronique Courgeot est en prison, Béatrice, sa belle-sœur, lui rend régulièrement visite au parloir avec toujours les mêmes questions. Plusieurs fois, je lui ai demandé si elle comprenait ce qu'elle avait fait. Elle m'a dit non. Elle m'a dit qu'elle était consciente qu'elle avait commis quelque chose de grave. Ça, elle en est parfaitement consciente. Je lui ai demandé pourquoi 3 fois de suite. Pourquoi cette répétition ? Elle était incapable de me répondre. Je lui ai demandé aussi pourquoi elle avait mis ses enfants dans le congélateur. Là, c'est pareil, c'est un mystère. Alors je lui ai dit, tu sais, tu ne peux pas arriver au procès en disant « je ne sais pas ». Et elle m'a fait de la peine parce qu'elle a pleuré et elle m'a dit « mais pourtant, je ne sais pas ». Béatrice cherche les réponses aux questions que se pose sa belle-sœur. Bonjour. Bonjour madame. Notamment auprès de Sophie Marinopoulos, une psychanalyste spécialiste du déni de grossesse. Aujourd'hui, elle vient lui raconter son dernier parloir avec Véronique Courgeot. Je l'ai trouvée changée. Oui. Je l'ai trouvée changée, moins effacée. Avec surtout une volonté de comprendre. Je ne suis pas experte de votre belle-sœur, mais en tous les cas, dans la tête, il n'y avait pas d'enfant. S'il y en avait eu un, il ne serait pas mort aujourd'hui. Hein. Que ce soit pour votre belle-sœur ou pour toutes les femmes qui sont se retrouvées dans cette situation dramatique, c'est qu'elles ont arrêté, elles n'ont pas pensé cet enfant qu'elles attendaient comme un enfant. Elles ne lui ont pas donné ce costume, cette identité humaine. C'est un rien. Et un rien, c'est un déchet. Et un déchet, on le jette et on le met dans la poubelle. Donc du côté de la grossesse physiologique, elles sont enceintes. Un bébé réel se développe. Mais le bébé de la pensée n'existe pas. Il n'y en a pas. Véronique Courgeot aurait donc bien été enceinte dans son corps, mais pas dans sa tête. Au cours de ces 10 dernières années, Sophie Marinopoulos a rencontré une quinzaine de mères infanticides pour les tribunaux. C'est idiot, si j'ose dire, comme idée, que de mettre ses enfants dans un congélateur qu'on peut trouver à n'importe quel moment. Mais ça, c'est parce que vous essayez de vous mettre dans la peau d'un criminel qui assure son crime. Mais elles ne sont pas là-dedans. Elles ne sont pas en train... Madame Courgeot ou n'importe quelle autre femme qui a commis un infanticide, un néonaticide, elles se sont fait prendre, j'ai presque envie de dire parce qu'elles l'ont bien voulu, dans le sens, alors inconsciemment,
dans le sens où elles ont laissé toutes les traces. Elles gardent les enfants près d'elles, elles les mettent dans des situations qui font qu'on les retrouve, qu'on peut les analyser, qu'on peut prendre l'ADN, qu'on peut savoir que c'était bien elles qui ont accouché. Donc on voit bien là qu'il y a une part qui doit se découvrir. Et on va pouvoir ensuite révéler sa souffrance. Mise en examen pour assassinat, c'est-à-dire pour meurtre avec préméditation, Véronique Courgeot encourt la prison à vie. En attendant le procès, Béatrice, elle, remonte le temps. Comment la Véronique Courgeot, déjà mère de 2 grands-enfants et qu'elle connaît depuis plus de 20 ans, a-t-elle pu en arriver là? Pourquoi elle, Béatrice, pourtant médecin, n'a-t-elle rien vu de ses grossesses? Véro, c'est la maman aimante, la tante aimante. Moi, je veux me souvenir de ces photos, de Véro qui fait des câlins à ma fille. Véro, c'est une jeune femme douce, gentille, amoureuse de son mari, qui aime ses enfants. Je comprends que les gens puissent s'arrêter aux gestes et puissent avoir dans la tête les gestes qu'elle a commis, puissent les imaginer. Moi aussi, ça m'a terrifiée d'imaginer les gestes qu'elle a commis. Mais ça n'est pas la Véronique que je connais. C'est la face B de Véronique, que personne ne connaissait. Et je pense que cette face B était un signe de très grande souffrance, que personne n'a vu. Moi, je n'ai pas vu qu'elle était enceinte, je n'ai pas vu que Véronique était enceinte. Et il y a une de ces grossesses qui me frappe le plus, c'est celle de 2003, puisque c'est l'été de la canicule. Et on était tous chez mes parents à Chinon, où il y a une piscine. On était tous habillés le plus légèrement possible. Je n'ai pas vu que Véronique était enceinte. J'ai vu qu'elle avait grossi. Elle avait grossi de partout. J'ai pas fini de faire à manger. En France, on compterait 2 à 3 dénis de grossesse pour 1000 accouchements. Une compote. Heureusement, la plupart de ces grossesses clandestines se terminent bien. C'est le cas de Julie, une jeune Marseillaise de 24 ans. Je peux avoir un dessert plutôt maintenant? Il y a 5 ans, Julie a eu sa première fille, Manon. Un véritable bébé surprise, comme le mentionne le faire-part de naissance. Ma petite Manon est née le lundi 4 novembre à 14h10. La veille encore, ses parents ne se doutaient de rien. Voilà, après on a fait une petite blague en disant si vous souhaitez avoir une adorable petite fille en 24 heures chrono, demandez conseil à Julie et Mathieu. À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte? Je me suis rendu compte que j'étais enceinte au moment où j'allais accoucher. Ce soir-là, Julie dort chez son petit ami. Prise soudain de violents maux de ventre, elle se retrouve aux urgences. Là, j'ai vu un premier médecin qui m'a dit « Bon ben voilà, vous avez mal au rein, vous avez mal au ventre, à mon avis, voilà, vous faites des coliques néphrétiques. » On m'a donné du Spasfon, 1 heure après, j'avais toujours mal, j'en pouvais plus, limite, j'ai pleuré. J'ai vu un deuxième médecin lors du changement de service qui m'a refait qui m'a posé les mêmes questions. Et il m'a encore dit que j'avais des coliques néphrétiques, donc il m'a redonné du Spasfon. Et j'ai continué à souffrir comme ça pendant au moins encore 2 heures, quoi. Et là, j'ai vu un troisième médecin qui, lui, il s'est dit, bon, c'est pas possible, ça peut pas être des simples coliques néphrétiques parce que vu comment vous avez mal et que ça passe pas, c'est autre chose. Donc voilà, il m'a dit, on va faire d'autres analyses. Et c'est là qu'ils m'ont dit, bon ben voilà, vous êtes à terme. Donc je les ai regardés un peu effarés en demandant, ben, qu'est-ce que ça veut dire à terme. Ils m'ont dit, ben voilà, en gros, ben, vous allez accoucher. Et là, je me suis mise à pleurer, je les ai insultés, je leur ai dit que c'était pas possible, que si j'avais été enceinte, je l'aurais su. Enfin, je les ai traités de tout. J'ai attendu une demi-heure à peu près, et après, j'ai été obligée de me mettre en selle pour accoucher. Résultat de cette soirée mouvementée, Manon, 3,3 kg pour 48 cm. Longtemps qu'on n'avait pas promené dans les rues de Manosque. Manosque, c'est ici qu'habitent les parents de Julie. Ça va? Ouais.
Sa mère, Marie-Françoise, y a tenu une épicerie puis un bar. Voisins, commerçants, ici tout le monde connaît Julie depuis son enfance. C'est gentil, Manon. Elle me fait un gros bisou. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a grandi, ce petit. Ouais. Quand Manon est née, l'histoire s'est répandue dans tout le village. Marie-Françoise se souvient très bien du coup de fil qu'elle a passé ce jour-là à sa fille, totalement par hasard. Elle avait une drôle de voix. Comme elle ne travaillait pas le mardi, c'était son jour de repos, je me suis dit, comment ça se fait qu'elle a une voix endormie, qu'elle dort déjà. Et je lui dis, tu es malade? Et elle me répond, mais l'hôpital t'a pas appelé? Et là, je me suis glacée et j'ai dit, elle a eu un accident de voiture. Elle avait le permis depuis 15 jours. Et là, je dis, tu as eu un accident? Et elle me dit, non. Et elle me dit, tu es grand-mère. Mais je crois qu'elle me dit qu'elle est enceinte. Alors je dis, bah bon. Et puis au fur et à mesure de la discussion, elle me parle du SAMU. Alors je pense qu'elle a fait une fausse couche. Bon là, j'ai un peu de peine pour elle. Je me dis, bon, l'apport et tout. Puis au fil, la discussion, elle a bien duré 20 minutes. Hein, parce que vraiment, je ne comprenais pas. Et elle me dit, mais tu comprends pas, maman? Je dis, mais je ne comprends pas quoi? Elle me dit, c'est fini. Et là, elle me dit qu'elle a perdu son bébé. Et elle me dit, mais elle est là. Je dis, pardon? Et elle me dit, oui, oui, j'ai accouché, j'ai eu une petite fille. Et là, je lui dis, mais pourquoi tu m'as fait ça? Tu ne crois pas que j'aurais dû être à côté de toi et tout? Et elle me dit, mais maman, je te promets, je ne le savais pas. Et la seule chose que je lui ai demandé, sur le moment, c'est comment elle s'appelle. Et elle m'a dit, on ne sait pas, maman, on n'a pas de nom. Et là, j'ai raccroché et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Voilà. Quand je me souviens, c'était quel jour qu'elle a passé? Tu étais au comptoir? C'était le 18 octobre. Au comptoir, voilà. Et bon, moi j'étais à côté, que je buvais mon coup, elle était à côté, on a discuté, et comme toujours. Ouais, et moi, ce que je me rappelle, c'est que vous avez mal au ventre. Elle a dit qu'elle avait mal. Voilà, oui. Et que toi, tu lui as répondu, fais attention, parce que ma fille Nathalie, oui, elle a eu son hernie discale et ça a commencé comme ça. Oui, c'est ça, Voilà. ouais, ça, on a parlé de ça. Et son hernie discale, c'était la petite. La petite, voilà. Et puis combien de temps? 10 jours après? 15 jours après. Elle arrive à midi, ta mère. Je dis, je suis grand-mère. Ma foi, grand-mère de qui? Moi, c'est vrai, jamais je pensais à toi. Ça vous a fait quel effet? Vraiment, je suis tombé, vous voyez, vraiment, c'est vrai, hein, c'est vraiment bizarre. Hein. Mais vous connaissiez ce phénomène? Non, ça non, jamais. J'avais, avant Julie, j'avais jamais entendu parler. Et puis là, il y a 15 jours, 3 semaines, qu'il y a eu Marianne à côté de la boulangère, on nous a dit qu'il y avait quelqu'un aussi qui a une jeune fille de 40 ans. C'est-à-dire? Eh bien, pareil, elle a accouché comme ça. Elle a accouché sans le savoir. Et avant, je ne pensais pas que ça puisse exister, ça. Hein. C'est vrai, jamais. Non, ça vraiment. Il faut le voir pour le croire. Voilà, exactement. Il faut le voir. Voilà, il faut le voir parce que certaines personnes à qui on le raconte, ils ne le croient pas. Hein. C'est sûr. Hein. Elle n'avait pas de ventre. Moi, je ne l'aurais pas vue pendant quelques mois. Elle serait partie pour des études ou du travail. Et je ne l'aurais pas vue pendant quelques mois. Je n'aurais pas cru. Elle m'aurait dit, j'aurais dit, elle me l'a caché. Mais là, franchement, elle fait 1m70 et elle faisait 53 kilos. Oui, c'était pas possible de cacher un ventre, de cacher une grossesse. Pour Julie, une grossesse encore plus improbable que pour sa mère. Je pouvais pas m'en rendre compte, j'avais toujours mes règles, je prenais la pilule, j'avais pas de nausées. J'avais pas vraiment grossi, j'avais pris quelques kilos, mais rien de bien grave. Après, voilà, je faisais ma vie comme tous les jours. J'avais pas aucun symptôme qui pouvait me dire que j'étais enceinte. Comment expliquer que le corps de Julie se soit à peine modifié pendant 9 mois? Comment comprendre qu'elle n'ait pas senti Manon bouger dans son ventre pendant toute la grossesse? Cerveau normal, fosse postérieure normale. Il ou elle, je regarde? Ah ouais, avec plaisir, ouais. Le professeur Nizan est gynécologue obstétricien. Il? C'est le premier de la famille. C'est le premier mec de la famille? Ouais. Non, il y a déjà dû y avoir des mecs. Responsable de 3 maternités à Strasbourg, il suit chaque année 5000 grossesses. Comme celle de cette jeune femme qui, elle en revanche, sait parfaitement qu'elle est enceinte de 4 mois et demi. Ici, regardez, il gratte l'œil, le nez. Phénoménal déjà, tout ce qui va bouger. Tête en bas, tête en haut? Ah, je le sens avec les coups de pied. Hein.
Un coup, je les ai en bas à gauche, un coup, je les ai en haut à droite, un coup, je les ai en bas à droite. Un bébé qui bougeait énormément, ouais. Ça promet. Et ce qui est incroyable, c'est de se dire que dans un déni de grossesse, parfois les femmes... Ne sentent pas bouger l'enfant. Tant qu'il ne donne pas des coups forts, c'est très léger. Hein. On le ressent maintenant, je sais que c'est lui et que c'est pas autre chose, mais... C'est parce que vous savez que vous êtes enceinte. Parce que je sais que je suis enceinte, mais si je le savais pas, je... D'ailleurs, il y en a qui sentent, même quand il n'y a pas de mouvement. Oui, bon, ça, c'est autre chose. Ce qui montre l'aspect terriblement subjectif de la perception des mouvements. Il y en a qui sentent bouger le lendemain du rapport fécondant. Donc, et on sait bien qu'il n'y a rien qui bouge à ce moment-là. Et puis, il y a des femmes qui ne sentent pas bouger leur bébé alors qu'elles se savent enceintes jusqu'à terme, alors qu'ils bougent normalement. On leur dit, regardez, là, il bouge. Je sens rien. Donc, la perception des mouvements fœtaux est quelque chose de très dépendant du cerveau de la mère. Dans le déni de grossesse, la patiente ne sent pas bouger son enfant, même si lui bouge parfaitement normalement. Et quand il donne un coup de pied, ce coup de pied et la perception qu'en a la femme, si elle n'est pas totalement effacée, elle va être interprétée autrement. C'est-à-dire ? Comme une perception digestive d'un gaz ou d'autres choses qui se passent dans l'abdomen, mais pas raccordée du tout à la possibilité d'un mouvement fœtal. Et pourtant, ces femmes aux grossesses clandestines donnent naissance à des bébés de taille et de poids normaux, généralement en bonne santé. Rien d'étonnant pour le professeur Nizan. Sur les 5000 femmes qui viennent accoucher chaque année dans l'un de ses services, une trentaine seraient victimes de déni de grossesse. Alors vous pouvez voir ici sur ce petit film évoluer une grossesse normale. Vous voyez qu'au fur et à mesure que le fœtus se développe, et ici c'est jusqu'au 6e mois également, l'enfant saille vers l'avant. Et donc on est dans une situation où la grossesse est visible. Alors que lorsqu'il y a un déni de grossesse, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de déplacement de la paroi abdominale antérieure. La taille du fœtus est la même. L'utérus est longitudinalisé, c'est-à-dire que le fœtus se développe plutôt vers le haut, sous l'auvent costal, repoussant un peu le diaphragme vers le haut. Les muscles de la paroi abdominale sont contrôlés par le cerveau. Et votre cerveau contrôle et votre silhouette et toute votre musculature. Et lorsqu'il y a un déni de grossesse, il y a une lutte inconsciente contre une déformation de la paroi abdominale qui aboutit à une paroi abdominale beaucoup plus solide qui ne laisse pas l'utérus basculer vers l'avant. Cet enfant, Baptiste, sa mère non plus, ne l'avait pas senti bouger. Cécile, une avouée mariée à un avocat, avait 37 ans quand elle lui a donné naissance suite à un déni de grossesse. Ils ont cru que c'était Tintin, c'était pas Tintin. À voir Cécile et Baptiste ensemble aujourd'hui, difficile d'imaginer qu'il y a 5 ans, Cécile a été mise en examen, suspectée d'avoir voulu le tuer au moment de sa naissance. C'était l'avant-veille de la fête des pères, donc le 13 juin. Il faisait très chaud et j'étais fatiguée de ma journée où j'ai vraiment beaucoup travaillé. Je m'endors et au bout d'une demi-heure, je commence à avoir très mal au ventre. Et je fais des va-et-vient entre la salle de bain à côté où il y a les toilettes et notre chambre. Et là, je me réveille vraiment avec une douleur stridente et je perds le bouchon muqueux. Donc là, je commence à être dans un état... pas de panique, mais comme une perte de conscience. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Avec toujours ces maux de ventre terribles, je vais sur le toilette et là, je me dis, mais je vais accoucher. Et c'est là où c'est incroyable, parce que je me dis que je ne suis pas enceinte, c'est pas possible, j'ai aucun symptôme. Et puis, je me dis, mais ça y est, il va arriver, il y a quelque chose qui va se passer. J'étais sur la cuvette, j'ai sorti un être de moi en me disant, mais c'est pas possible, c'est un bébé. Je me disais, mais comment est-il arrivé? Comment est-il arrivé? Son couple traverse des difficultés et Cécile se croit stérile.
Ces 2 grossesses précédentes, c'est grâce à un traitement hormonal qu'elle les a obtenues. Alors ce soir-là, Cécile ne comprend pas. J'essaie de vraiment pas paniquer en sachant que je suis dans une période comme une période d'orage, je sais plus où je suis, j'ai très chaud. Je prends ce bébé entre mes mains, je me souviens. Et donc j'emmitoufle mon petit garçon, mon bébé que je découvre. Et là, ça dérape. Ça dérape dans le sens où je ne l'entends plus respirer. Et c'est la panique. C'est la panique dans le sens où t'es puni, t'avais qu'à te faire suivre. C'est vraiment la première chose qui m'est venue. Et à ce moment-là, je me suis dit, il s'en va, il est parti. Et j'ai fait quelque chose que je ne m'expliquerai jamais, que je ne m'explique toujours pas aujourd'hui et que je n'arrive pas à expliquer à mes enfants. Parce qu'il n'y a rien à expliquer, c'est incompréhensible. J'ai pris un sac poubelle et je me suis dit, il est parti. Il est parti, donc c'est plus le mien, c'est plus possible, il n'est plus là. Donc j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai mis Baptiste dans le sac avec la serviette. Et j'ai ouvert la porte, je l'ai déposé sur le trottoir en face. Je l'ai déposé délicatement, et là je tiens à dire délicatement, parce que après va s'instaurer un boulet de canon judiciaire qui va venir dire que je l'avais jeté par terre, comme une malpropre. Et je l'ai posé délicatement, et j'ai fait ma prière. Et je me suis repartie en me disant, je suis punie, tout ça c'est de ma faute. Et quand j'ai claqué la porte, j'avais mon mari qui m'attendait en bas des escaliers. Il s'était réveillé. Il m'a retrouvée à garde en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait du sang partout dans la maison parce que j'étais en train de faire une hémorragie terrible. Et je lui dis, appelle les secours, appelle les secours. Et c'est là qu'il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je ne me souviens même plus de savoir si je lui dis j'ai fait une fausse couche ou j'ai fait une hémorragie. Je savais même plus. Je savais même plus où j'étais. Il devait être environ 1h du matin, j'entends des gémissements, je regarde, je constate que ma femme n'est plus à côté de moi dans notre lit, je vois de la lumière dans l'escalier, j'étais à moitié endormi et j'étais ahuri, ne sachant pas ce qui venait de se produire. Elle était inconsciente, j'ai tout de suite compris qu'il fallait appeler des secours. Elle délirait, mais c'était des paroles qui n'avaient pas de sens. C'est pour ça que j'ai vraiment pensé qu'elle avait été agressée. Et j'ai pas réalisé qu'elle avait accouché. Et moi, ça pouvait pas m'effleurer un instant qu'elle avait accouché, puisque j'avais pas remarqué qu'elle était enceinte. Comme d'ailleurs de nombreux amis qui l'avaient vue dans les jours qui ont précédé. Dans les jours qui ont précédé, voilà à quoi ressemblait Cécile. Une jeune femme de 55 kilos pour 1,65 m qui joue sur la plage avec son fils aîné comme n'importe quelle autre maman. À l'issue de cette grossesse clandestine, Cécile n'a pris que 4 kilos, alors que pour ses grossesses précédentes, elle en avait pris entre 15 et 20. Le soir du drame, un miracle s'est quand même produit. Baptiste, le bébé de Cécile, a été retrouvé par un voisin quelques minutes après avoir été déposé sur le trottoir, sain et sauf. On nous emmène tout de suite à la maternité. Et tout de suite, là, on a été séparés, terminés. Et alors là c'est la descente aux enfers. C'est la police qui se retrouve le lendemain matin à votre porte de chambre. Avec la porte ouverte, 2 gardiens de la police judiciaire qui sont là. Et on vous notifie votre garde à vue pour tentative d'homicide volontaire sur un enfant de moins de 15 ans. Donc en définition, tentative de meurtre. Trois jours après avoir donné naissance à son fils dans cette chambre d'hôpital, Cécile est incarcérée 6 mois ici, à Valenciennes. Elle risque la réclusion criminelle à perpétuité.
Dans cette affaire, nous avons quand même eu 6 expertises psychologiques et psychiatriques. Contre-expertise, réexpertise, et ils sont tous unanimes sur 2 choses. La première, elle est atteinte d'un trouble psychique ayant altéré son discernement. Ce trouble psychique, le socle, la base, c'est le déni de grossesse qui va jusqu'au terme. Le comportement après la naissance est irréfléchi, irraisonné, irraisonnable. Mais si vous n'avez pas les psychologues et si vous n'avez pas les psychiatres pour vous expliquer ça, brutalement, on vous croit pas. Le déni est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme d'occultation psychologique d'un phénomène et d'un mécanisme pour une raison ou pour une autre. La femme, dans son économie psychique, se défend contre l'idée qu'elle puisse être enceinte. Il y a 1000 raisons, et le pire, c'est que dans les dénis les plus graves, souvent, une vie n'y suffira pas. Les femmes elles-mêmes, après le déni, cherchent à comprendre ce qui leur est arrivé. Et comme il s'agit des structures psychiques les plus profondes, celles qui sont les plus difficiles à atteindre par une psychothérapie et même une psychanalyse, il arrive que des femmes, au cours de leur vie, n'arrivent pas à comprendre ce qui leur est arrivé. Pour Cécile, après 4 ans de lutte judiciaire, 6 mois de détention provisoire et un premier verdict à 3 ans de prison ferme, la justice en appel a fini par comprendre. Cécile a été condamnée à du sursis et elle a récupéré son fils. Aujourd'hui, les enfants vont bien. Les résultats scolaires sont bons, mais Cécile, elle, s'inquiète pour l'avenir. Toute cette histoire, je vais la subir avec toutes ses conséquences jusqu'à la fin de ma vie. Il va falloir que je puisse répondre aux questions principalement de Baptiste, puisqu'il va un jour me demander « Mais maman, pourquoi tu m'as mis dans un sac poubelle ? Pourquoi t'as fait ça ?» Et aujourd'hui, je suis incapable de lui répondre. J'espère que mes enfants n'auront jamais honte de moi. J'espère qu'ils aimeront toujours leur maman comme ils l'aiment aujourd'hui, avec des sentiments d'adolescent, des sentiments d'adulte par la suite, et qui pourront peut-être me comprendre. Dans l'affaire de Cécile, Antoine, son mari, a tout de suite été mis hors de cause. La justice a compris qu'il ne s'était pas rendu compte de la grossesse de sa femme. Dans le dossier des bébés congelés, en revanche, Jean-Louis Courgeot a été mis en examen pour complicité d'assassinat. Aujourd'hui, Béatrice, sa sœur, le rejoint à Orléans où il va être entendu pour la 6e fois. Je pense qu'effectivement, beaucoup de gens se disent « mais c'est pas possible, c'est un imbécile, il s'en est pas rendu compte, enfin il ne touchait plus sa femme ». Je sais très bien qu'il a été interrogé en long, en large et en travers sur ce plan-là pendant l'instruction. Je sais simplement que pendant quelques mois régulièrement, il ne se passait plus rien entre eux physiquement. Maintenant, Jean-Louis m'a dit « je n'ai rien à cacher ». Jean-Louis Courgeot, le voici. Ce matin, il est venu au tribunal accompagné de sa mère et de son avocat. Après avoir bénéficié d'un non-lieu, Jean-Louis Courgeot se retrouve à nouveau devant le tribunal. Malgré une première instruction longue et fouillée qui a duré 18 mois, 3 nouveaux juges doutent toujours qu'il ait pu ne s'apercevoir de rien. Ils veulent l'entendre à leur tour et le confronter encore à sa femme avant de décider si oui ou non il peut être mis hors de cause. Bouillou ? Jean-Louis ? Juste un bisou. Allez, juste. Et puis, allez, je pense à toi. N'essaye pas de surmonter. Je t'ai senti. Je pense à toi. Comme un lion. Comme un lion, Bouillou. Un gentil lion. Un gentil lion. C'est lui le lion. C'est pas moi le lion. Oui, lui c'est un lion, ça je sais. Allez. En 18 mois, Jean-Louis Courgeot a déjà été entendu plus de 40 heures. Un cas d'école. Dans toutes les affaires similaires récentes, les hommes ont à chaque fois été innocentés. L'audience est importante. À la suite de cette confrontation, si la complicité d'assassinat est retenue, Jean-Louis Courgeot sera renvoyé devant la cour d'assises. Il est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. 10 heures du matin, Véronique Courgeot sort de prison.
Elle vient d'arriver dans ce fourgon. La confrontation peut maintenant débuter à huis clos. À l'extérieur du tribunal, la famille Courgeot attend. Ça va durer quoi? 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures? Geneviève, sa mère, ne comprend pas qu'on s'acharne toujours sur son fils. Oui, c'est plein de sous-entendus, de suspicion, etc. De toute façon, personne n'a rien vu. Et si ça ne... Comment dire? Si on n'a rien vu, c'est parce que ça ne se voyait pas. Sans ça, on l'aurait vu. J'ai 9 petits-enfants. Ça n'est jamais passé inaperçu. Les grossesses ne sont jamais passées inaperçues. Et c'est ça que vous voudriez que la justice comprenne aujourd'hui? Oui, je pense que si elle ne l'a pas encore compris, c'est désespérant. Une des choses les plus difficiles à comprendre dans le déni de grossesse, c'est sa nature contagieuse. Il n'y a pas que la femme qui soit dans le déni, elle entraîne dans son déni son environnement familial et médical. Tous les maris qui étaient présents et qui n'étaient pas des maris absents et qui n'étaient pas des maris qui ne touchaient pas leur compagne sont les premiers surpris. Et ils se disent, mais enfin, j'hallucine. Comment est-ce possible? Ils n'ont rien vu parce que comme le psychisme commande, comme c'est le commandant de bord et qu'il va passer comme message au corps de ne pas se modifier, je m'excuse de faire parler le psychisme comme ça, du coup le corps de la femme se modifie quasiment pas. Ça m'est déjà arrivé, même sur des amis, de ne pas voir une grossesse au 7e ou au 8e mois. Moi je veux bien que certains magistrats n'arrivent pas à comprendre cela et pensent qu'eux seraient de meilleurs cliniciens que nous. Mais comme nous, ils seraient pris en défaut de temps en temps par le déni de grossesse. En attendant le délibéré, Béatrice se souvient des premières confidences que son frère lui a faites après avoir découvert les corps. À l'époque, il est seul dans sa maison de Séoul. Sa femme et ses 2 fils aînés sont en vacances en France. Première question, qui a mis ces bébés dans mon congélateur? Quelle horreur! Il était horrifié. Il a ouvert un tiroir, il a voulu congeler, il a voulu mettre des maquereaux dans un congélateur. Il a dû trouver qu'il n'y avait pas assez de place et il a bougé un plastique qui s'est un petit peu ouvert et il a vu apparaître une main. Donc il a sorti le sac et il a vu un bébé. Et puis il a ouvert un autre tiroir et il a vu un autre bébé. Il s'est dit mais quel être humain peut faire ça? Pourquoi? Il a eu l'impression au départ d'être entré, d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Il s'est dit, on vit dans une résidence où il y a énormément de Français. Ça se sait que les gens passent la majorité des grandes vacances en France. Est-ce que notre appartement a servi d'endroit pour receler je ne sais quoi? Est-ce que ces bébés sont morts par accident et on les a planqués là en attendant de les rechercher? Mais le premier sentiment de mon frère, ça a été l'horreur, un état de sidération. Et il ne savait pas encore que c'était ses bébés. Pour Béatrice, 2 événements innocents de son frère. C'est lui qui a prévenu la police tout de suite après avoir découvert les bébés. C'est lui aussi qui a voulu donner son ADN en France. Je les ai accompagnés tous les deux au commissariat de police quand ils ont donné leur ADN. Jean-Louis est sorti de ce commissariat avec un sourire jusqu'aux oreilles et a dit à Véronique « T'inquiète pas, dans 10 jours, tout ça c'est terminé, le cauchemar sera terminé ». Pourtant, 1 an et demi après les aveux de Véronique Courgeot, au tribunal d'Orléans, on s'interroge toujours sur sa culpabilité. Après 6 heures de confrontation avec sa femme, Jean-Louis Courgeot sort enfin. C'est peut-être idiot ce que j'ai posé comme question, tu le sens comment? Je sais pas.
Je peux parler avec toi. Un petit trop bien là. Véro a parlé, Véro s'est expliqué, elle a réussi à se sortir d'elle-même. Pour frotter mes chaussures, c'est gentil. Vous vous sentez comment? Fatigué. Fatigué après, je sais pas combien d'heures sur le grill. Non mais là, il y a trop de monde. 8 mois après cette audience, les juges ont fini par innocenter Jean-Louis Courgeot. Retour à Marseille chez Julie, la maman de la petite Manon qui a découvert sa grossesse au moment de l'accouchement. Pour le papa de Manon, Mathieu, cette naissance inattendue est aussi une drôle d'épreuve. Je suis pas très fort en fait de cheval. Mais tu prends des cheveux, après tu laisses un peu de cheveux là et voilà. Lui non plus n'avait rien vu. C'est très bien. J'étais sur le cul, mais moi j'étais dans un rapport direct, donc il fallait que je reste pas trop longtemps sur le cul et il fallait que j'agisse un peu plus rapidement que les autres, quoi, qui sont que spectateurs. Il a assuré? Ouais, il a assuré. Non, si, il a assuré de A à Z, c'est clair. De toute façon, moi, quand on me l'a dit, la première personne à qui j'ai pensé, c'est lui. Je me demandais comment il allait réagir. Je me demandais s'il allait me croire, parce que certainement, voilà, je me suis dit, il va pas croire une seconde ce qui se passe, quoi. Finalement, bon, voilà, je crois que c'est l'infirmière qui est allée le voir et qui lui a expliqué. Et quand il est rentré, voilà, de suite, il m'a rassurée. Donc ça m'a enlevé un poids, quoi. Et personne vous a un peu charrié Si, au boulot. Ouais, au boulot. Il t'appelait Jésus ou Joseph, je sais plus comment il t'appelait là. Jésus, quoi. Jésus, ouais. Ce matin, toute la famille se prépare pour aller déjeuner chez les parents de Julie. Viens debout, regarde. Regarde papa. 1, 2, 3. Bon, c'est non. Depuis la naissance de Manon, Julie et Mathieu ont eu une deuxième petite fille, Maëlys. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Bon anniversaire. Un produit. Ouais. Un produit que tu as. Bonjour. Et déchire avec Manon. Moi je suis contente, j'ai des frissons là. Je suis contente parce qu'on aime bien se retrouver en famille, se réunir et tout. Et voilà, c'est que du bonheur là. C'est que du bonheur. Non mais bon, écoute. Et j'espère que ça va continuer. Je te le ferai en décalé, mais je te le ferai. Voilà. Julie, moi j'ai un petit cadeau pour toi. Ouais. C'est pas ton anniversaire, mais mon anniversaire. J'y ai mis tout mon cœur. Ça explose pas. Il n'y a pas de L'album de la naissance de Maëlys. C'est mon ventre. C'est mon ventre un peu avant l'accouchement. Avec les mains de Manon pleines de peinture. Tout à l'heure, ouais. Je donne des papiers. Elle est où? Maëlys est née 2 ans après Manon. Mais cette fois-ci, Julie s'en est rendu compte tout de suite. C'était une grossesse très différente. Ah bah, très différente, oui. Ah oui, de elle Maëlys, était énorme. oui, parce que Elle était énorme. bon, ça a été vraiment totalement différent, ouais, c'est sûr. Je pense que psychologiquement, elle avait besoin de vivre une vraie grossesse. Ouais. Elle était heureuse, elle était épanouie quand elle était enceinte de Maëlys. J'ai jamais vu toutes ces photos. Il y a plein de photos que j'avais jamais vues. Eh ben, je sais pas. C'est Amadou et Mariam. Ils se sont ensemble. Raconte-moi la différence entre les deux grossesses. Disons que c'est une grossesse où j'ai su de suite que j'étais enceinte. Après, voilà, j'ai pris de suite du ventre. J'ai pris 25 kilos. J'avais les envies, les humeurs. Toute la femme enceinte. Rien à voir avec Manon. Là, j'ai rien senti. Quoi. Ah oui. Ah oui, je me suis rattrapée. J'avais besoin de me rattraper. Bah, j'avais besoin de vivre une vraie grossesse, savoir ce que c'était, qu'il y a un bébé qui bouge et tout. Quoi. Voilà.
Oui, mais c'est beau, hein? Je suis contente de moi. Alors aujourd'hui, c'est les 34 ans de David et les 3 ans de Maëlys. Alors pour la bonne cause, nous avons ouvert la bouteille de Clo-Clo. Quand même, c'est une cuvée Morgon 2004. Hein. Mon Clo-Clo pêcheur, on dit. Voilà, santé. Et de Maëlys. Voilà, et puis aussi santé. Et puis aussi santé à vous tous. Et comme chaque fois que la famille se réunit, le déni de grossesse de Julie revient dans la discussion. Je pense souvent, hein. Je me dis, mais comment c'est possible qu'elle ait pas senti un petit pied? Je dis, même moi, pendant plus d'1 an, je me suis posé des questions, me réveiller la nuit, à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Parce que, de toute façon, voilà, comme je disais, même au jour d'aujourd'hui, je peux pas me l'expliquer. Pour moi, il n'y a rien qui m'explique pourquoi j'ai fait ça. Pas d'explication pour Julie. Quant à Marie-Françoise, rien ne paraît sur le déni de grossesse sans qu'elle ne l'achète. J'ai un article qui est paru dans une revue qui m'a quand même choquée, qui m'a même perturbée. Sur le déni de grossesse, ils sont tout à fait négatifs. Il n'y a pas un point de positif. D'après certains psychologues, le déni traduirait chez les femmes la peur de reproduire avec leur enfant les mauvaises relations qu'elles ont eues avec leur propre mère. Alors ça m'a déjà fait un choc. Demande à papy. Après, second point, selon d'autres spécialistes, ces femmes craindraient inconsciemment que leur grossesse ne réveille un traumatisme subi pendant l'enfance, inceste, violence. Donc, pour se protéger, elles préféreraient ne pas savoir qu'elles sont enceintes. Balance. C'est tout. Tu veux que je balance, hein? C'est bon de le dire maintenant. Non, mais c'est vrai que j'ai une super relation avec ma mère, quoi. Elle m'a jamais... il n'y a jamais eu de tabou ni rien. Ma mère, d'entrée, quand j'ai commencé à avoir des copains un peu sérieux, voilà, elle m'a parlé avec moi, on a discuté, elle m'a emmenée chez la gynéco. Voilà, je me suis pas débrouillée toute seule, quoi. Donc non, c'est pas vrai. J'ai pas de problème avec ma mère, j'ai eu de problème avec personne. Comme c'est vrai que tu vois Julie qui n'est pas épanouie là. Attends, un article comme ça, ça m'a fait bondir, moi. T'as jamais ressenti le besoin d'en reparler? Non, ouais, mis à part avec la famille ou les amis, mais après, non. Non, parce que si c'est pour aller voir quelqu'un qui me dit mais si, mais rappelez-vous dans votre jeunesse qui vous est arrivé, vous êtes tombé dans les escaliers. Mais c'est bon. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, parce que moi, pour moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'est arrivé quand j'étais petite, à mon avis, c'est pas ça qui a fait que j'ai fait un déni de grossesse. C'est ça, j'en suis persuadée, quoi. Tombé que dans les escaliers, on l'a fait après. Non, voilà, non, j'ai pas... Parce que je pense que j'ai bien pu me libérer, en parler avec ma famille et mon entourage. Donc j'avais pas besoin de quelqu'un d'extérieur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Finalement, le plus dur pour Julie n'a été ni la réaction de son petit ami, ni celle de ses parents. Paradoxalement, le plus dur a été l'accueil du personnel de la maternité au moment de la naissance de Manon. Et le regard des médecins, il est assez difficile parce qu'on nous prend pour des folles ou pour des menteuses, des dissimulatrices, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. Par exemple, après l'accouchement, on me l'a mis dans les bras, on m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous allez faire, vous allez l'abandonner. Puis j'ai regardé, j'ai dit non mais attendez, c'est immonde, bien sûr que je vais la garder, vous croyez que quoi? Ça, il y a aussi la psychologue qui était, je trouve, pas du tout compréhensible. Elle m'a dit qu'elle trouvait pas normal que je le prenne aussi bien et que voilà, que c'était pas normal que je sois heureuse. Voilà, elle voulait me faire dire des choses que je pensais pas. Elle voulait elle me croyait pas en fait. Elle pensait que je mentais, quoi. Oh là là. Oh. L'expérience malheureuse de Julie à l'hôpital montre que tous les médecins ne sont pas encore assez formés à recevoir celles qui ignorent qu'elles sont enceintes. Bonne nuit. Les médecins en général, pas plus que les gynécologues obstétriciens, ne connaissent le déni de grossesse. Et quand ils le découvrent et qu'on leur en parle, il y a souvent, chez les médecins, mais c'est valable pour les magistrats et c'est valable pour le grand public, une espèce de résistance à la découverte de cette énormité psychique. Pas plus tard que ce matin, un médecin passait dans mon bureau en disant « le déni de grossesse, mais enfin, ça n'existe pas, tu sais bien ». Donc voilà, c'est ça l'ambiance générale.
Et les plus teintés de psychologie médicale savent que ça existe sans trop savoir ce que c'est. Pour les médecins, on n'en parle peu à la faculté. Moi, on m'en a jamais parlé avant. Toute sage-femme a été plus ou moins confrontée à ce genre de situation qui sidèrent et pour lesquelles on n'a pas forcément toujours les réponses adaptées. Et c'est vrai que c'est un sujet, dans mes cours, dans mon parcours universitaire, on n'a pas beaucoup parlé. Alors aujourd'hui, dans cet hôpital de Strasbourg, le professeur Nizan a organisé une réunion d'information pour le personnel de la maternité. Je crois qu'il y a une seule chose à faire, c'est leur dire, bon, l'annonce, vous êtes en train d'accoucher, on se concentre là-dessus. Alors, pour l'instant, on se concentre là-dessus, on va s'occuper de vous, vous inquiétez pas, on essaye de réduire la panique au mieux. Pour cette formation sur le déni de grossesse, ce matin, c'est la psychanalyste Sophie Marinopoulos qui vient l'épauler. Et après, alors là, personnellement, je pense qu'il faut vraiment mettre un accompagnement pour celles qui gardent le bébé, parce que j'ai pas mal d'expériences d'abandon d'enfants après les dénis de grossesse. Elles font le choix très régulièrement de se séparer de l'enfant. Et ensuite, on fait un travail d'accompagnement pour voir un petit peu comment cet enfant naît dans leur tête. Est-ce que c'est bien d'une séparation définitive dont il est question, ou en fait c'était un moment de panique? Et bien entendu, elles vont construire une histoire avec l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne faut rien fermer, il faut vraiment être présent et essayer de suivre l'état psychologique dans lequel elles sont. Quand le médecin de Mélanie lui apprend sans ménagement qu'elle est enceinte de 6 mois, c'est la terre qui s'effondre. On va se changer ? Elle a 26 ans, ne s'était pas aperçue de sa grossesse et surtout, elle ne voulait pas d'enfant tout de suite. Là, ça a été très très difficile. J'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Et puis, en sortant du cabinet médical, David m'a pris dans ses bras et puis je lui ai dit il n'y a plus qu'une solution, il faut qu'on ait un accident de voiture. Une fois le choc de l'annonce passé, Mélanie et son conjoint David n'ont eu en tout et pour tout que 3 mois pour s'habituer à l'arrivée de Valentin. Un déni de grossesse partielle qui soulève aujourd'hui chez Mélanie bien des inquiétudes. Est-ce qu'il va m'aimer ? Ça a été la grande question. Est-ce qu'il va m'aimer ? Parce qu'il sait forcément que pendant 6 mois, il n'a pas bougé, il s'est caché, il s'est pas manifesté, il n'a pas voulu me montrer qu'il existait. Donc, moi, je suis convaincue que... Enfin, je ne suis pas convaincue, mais je me demande s'il n'en a pas souffert. Si, à cause de ça, il ne va pas être introverti, timide... Et pourquoi il vous aimerait pas moins? Il pourrait ne pas m'aimer dans le sens où je me suis pas occupée de lui pendant les 6 premiers mois de sa vie. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Malgré la culpabilité, Mélanie essaye de vivre normalement. Ce soir, Valentin souffle sa toute première bougie. Demande ce que t'as là sur la tête. C'est ton anniversaire, regarde! Oh, regarde! Mélanie, regarde pour ces 1 an ce qu'on lui a offert! Ouais, les gars! L'entourage de Mélanie est encore surpris d'être passé à côté de sa grossesse. Là, j'avais des seins énormes, quoi. Mais t'étais enceinte de combien de mois, là? C'était... Là, j'étais à 2 mois. C'est les seins qu'on pris en premier. Et puis, tu vois, ça dépassait de mon soutien. Oui. C'est clair. C'était immonde. Attends. Mais c'est ça, en plus on t'a vu, mais tout le temps, quoi. Et qu'on l'ait pas vu, c'est frustrant, c'est hyper frustrant, au final. Enfin, j'avais pas l'impression que t'étais enceinte, quoi. Du poids, ouais. Depuis que je me suis installée avec David, je prenais du poids, quoi. Donc, c'est chaud, clair. Pour moi, c'était la cause de ce que je mange, quoi. C'était pas autre chose. Tu supportais pas déjà ton corps, donc oui, voilà, tu voulais pas aller non plus en profondeur à savoir qu'est-ce qui se passe réellement, quoi. C'est que tu... Pour toi, c'était seulement, c'est 2-3 McDonald's en plus ou des trucs comme ça. C'est con, mais, non, mais oui, ça pouvait être que ça, quoi. Et non, on était loin de s'imaginer que ça puisse être Valentin. Moi, je l'ai vue quand elle mettait son pyjama, au niveau du ventre, elle n'avait pas le ventre tiré ni rien. Donc, c'est ça qui nous a dit, on s'est dit en voyant son ventre, c'est vrai qu'elle a pris du poids.
Mais bon, comme chaque personne qui a du poids... Elle n'avait pas le ventre d'une femme enceinte? Elle n'avait pas le ventre tiré, elle avait du... Enfin, c'était du gras, voilà. Finalement, c'est une serveuse de restaurant qui un soir la félicite d'être enceinte. Le lendemain, dans le doute, Mélanie fait une échographie. Et phénomène classique dans les dénis de grossesse, son ventre durcit et grossit en quelques heures seulement. Ça reste un souvenir impressionnant, quoi. Il est sorti d'un coup. Et il s'est durci, il a bougé. Le ventre, voilà. En une demi-journée, ouais. Et c'est clair qu'il s'est réveillé d'un coup parce que c'était un volcan. Hein. On mettait notre main, non mais vraiment j'ai le souvenir que c'était un volcan. On mettait notre main sur le ventre et c'était hallucinant parce que ça bougeait, c'était vraiment une vie qui était là. Et 3 jours avant, on faisait le jour de l'an et on a du mal à s'imaginer ça. Et on voit, enfin, c'est vrai que tu l'avais vu, son ventre, tu disais que c'était la graisse, c'était... donc voilà. Et au final, tout va bien. Le bébé est parfait, il est en bonne santé. Il fête ses 1 an aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que le ventre d'un seul coup dur, quoi. C'est ça qui était impressionnant. Ouais, c'était... Je passe d'un ventre mou à un ventre dur dans lequel il y a un bébé à l'intérieur. Et ça fait 6 mois qu'il grandit. Donc, ouais, c'est pas facile. Mais donc lui, dès lors qu'il a su qu'enfin je l'ai considéré comme mon bébé, il s'est développé, il a pris de la place, il m'a montré qu'il était là, quoi. Et que qu'il allait arriver 3 mois plus tard. Et voilà, c'est mon plus beau cadeau, mais pendant 6 mois, je l'ai empêché de se développer comme un autre enfant qui s'est développé dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. La même femme qui prend conscience de sa grossesse, qui voit et attribue tout d'un coup tous les symptômes qu'elle n'attribuait pas à la grossesse, lorsqu'elle se met à les attribuer à la grossesse, sa sangle abdominale inconsciemment se relâche et l'utérus peut basculer vers l'avant, quand le déni est démasqué. Ce processus peut se dérouler en quelques heures, au plus en quelques jours. Il y a une grossesse, j'en prends conscience et je prends la silhouette qui correspond à cette grossesse. C'est quoi ça ? Pour tenter de se déculpabiliser, tous les jours, Mélanie se connecte sur Internet. Depuis quelque temps, des centaines de femmes victimes de déni de grossesse osent y témoigner. Traumatisée par sa grossesse invisible, Mélanie a décidé de ne plus avoir d'enfant pour le moment. Moi, depuis mon déni, je ne vais pas bien, il faut le dire tel quel. Je me pose beaucoup de questions. Donc je ne suis pas encore de thérapie parce que j'ai pas cherché et j'ai pas donc forcément trouvé la bonne personne à qui en parler. Et du coup, je me fais un peu ma propre thérapie et surtout avec les témoignages sur le site. Mais il y en a un que j'aurais voulu ne pas avoir à lire, où c'est une jeune femme qui dit qu'elle a fait un premier déni de grossesse et qu'après ça, elle a eu un stérilet, ce que j'envisage d'avoir comme contraception parce que je me suis dit que ça c'était pas... Voilà, c'était infranchissable d'avoir un bébé avec un stérilet. Et non, elle a refait un second déni de grossesse avec un stérilet. Et ça me terrorise parce que je me dis comment je vais faire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour être très honnête, pour moi, un rapport sexuel avec pénétration égale à bébé. C'est dans ma tête, c'est comme ça. Donc c'est pas évident. Elle appréhende le fait de faire l'amour et tout,
pour elle, elle a peur de tomber enceinte, et puis que tout s'en renchaîne comme ce qui s'est passé, quoi. Donc forcément, je la comprends. Donc là-dessus, je sais que c'est pas facile, donc il y a pas de problème. Y a pas... Oh, mais... Ouais, c'est compliqué. À chaque fois que j'ai mes règles, c'est la fête. Champagne. Non. Comment se libérer de ses angoisses? Faut-il parler à Valentin des conditions de sa naissance? Pour aller mieux aujourd'hui, Mélanie a décidé de participer à un groupe de parole avec d'autres femmes qui ont vécu la même chose qu'elle. Mélanie, je vais vous présenter. Christine, Pascal. Bonjour. Docteur Navarro, donc de l'association. Dans ce salon, les membres de l'association pour la reconnaissance du déni de grossesse. C'est sur leur site internet que Mélanie vient quotidiennement chercher du réconfort. 4 autres mamans sont elles aussi venues parler du traumatisme de leur déni. Le but, c'est justement de vous montrer, de vous sortir un peu de l'isolement où vous êtes tous et toutes chez vous, confrontés seuls avec ce déni de grossesse qui fait qu'on me prend pour une menteuse, pour une folle, pour une... je crois que vous avez tous tout entendu et vous allez nous le raconter. Un volontaire pour commencer. Mélanie? C'est toujours très difficile de commencer. La dernière arrivée, la première. Voilà. Moi, je vous propose. Il s'agit d'un volontaire désigné d'office. Voilà. Alors dans mon cas, j'ai fait un déni de grossesse il y a bientôt 2 ans. Si Mélanie est ici, c'est aussi parce qu'elle culpabilise toujours d'avoir pensé au pire alors qu'on lui annonçait le meilleur, l'arrivée de son fils. Et j'ai dit à David, on n'a plus qu'une seule solution, c'est d'avoir un accident de voiture. Complètement nul, mais bon. Ça me peine parce que quand un jour il faudra que je raconte à Valentin, j'ai pas très envie de lui raconter ce détail. Ce que Mélanie et les autres femmes ne savent pas encore, c'est que toutes les réponses aux questions qu'elles se posent sur l'avenir de leurs enfants, c'est Pascal qui les a. Il y a 39 ans, Pascal est né d'un déni de grossesse qu'il vit toujours mal aujourd'hui. Mais il ne prendra la parole qu'en fin de réunion. Christina, éventuellement, pas de problème. Avant cela, Pascal a besoin d'entendre les autres mères. Avec la sienne, il n'a jamais pu évoquer le déni de grossesse. Donc l'échographe a fait les mesures et m'a dit que vous allez entrer dans votre 9e mois. Donc là, c'était très dur. Et entre-temps, j'en avais parlé au papa, qui était avec moi, et qui m'a dit, de toute façon, cet enfant, je n'en veux pas. Tu le mets à l'adoption. Il n'a vu aucun signe non plus. Et malgré tout, il ne veut pas croire que... Malgré tout, il ne veut pas croire que... Non, pour lui, j'ai cherché à l'avoir, à le piéger. Et ça, il en est persuadé. Il est toujours persuadé. De toute façon, toujours je pense, parce que je ne l'ai pas vu depuis 8 mois maintenant. Donc, bon, Tristan est arrivé, il est là, il a 3 ans et tout va bien. Et par contre, lui, il est magnifique. Donc, mais est-ce qu'il sait que l'histoire du déni, oui, on en a discuté. Déjà, j'en ai discuté avec lui quand je l'ai eu sur moi pendant 2 heures en peau à peau et tout. Je lui ai dit, tu sais que je t'attendais pas, t'es là, voilà quoi. C'était magnifique quoi. C'était vraiment, je l'attendais pas. C'est pas le temps de souffler. Ça c'est clair. Contrairement à Christine, Valérie et son mari faisaient tout pour avoir un 2e enfant. Mais un jour, alors qu'elle consulte parce qu'elle trouve que ses règles sont trop abondantes, stupeur, le médecin lui apprend qu'elle est enceinte de 4 mois et demi. Quand il a tourné son écran, que j'ai vu, je me souvenais pour ma fille, ma première écho, quand on m'a dit vous êtes enceinte, ça faisait une espèce de bulle sur un fond gris qui voulait pas dire grand-chose. Et là, j'ai vu ce bébé qui bougeait. Avec ses mains, ses jambes. Un gros bébé. J'ai dit, c'est pas possible. Pourquoi je m'en suis pas rendu compte? C'était notre projet, c'était ce qu'on voulait. Et puis je lui suis retournée. Et finalement, ce bébé, il allait pas bien du tout. Il avait tout le côté gauche qui n'était pas viable. Le rein gauche était atrophié, le poumon gauche était atrophié. Il avait des problèmes au cerveau, le cerveau n'était pas bien formé. Je me dis, et je ne l'ai pas épargné, je n'ai pas arrêté de fumer.
On a fait beaucoup de travaux, j'ai déménagé, j'ai porté des cartons, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la térébenthine, j'ai fait tant de choses que je n'aurais pas faites si j'avais su. Comment est-ce que c'est possible qu'à un moment donné, le cerveau bloque tout ça et qu'on ne se rende pas compte de ce qui nous arrive, quoi. Chaque histoire est individuelle. Un phénomène qui concerne 3000 femmes par an au Barbeau en France ne peut pas avoir une seule origine. Voilà, probablement. Le temps d'une pause et d'une cigarette, c'est à Pascal maintenant de prendre la parole. C'est les enfants du déni, comme on va les appeler. Né d'un déni de grossesse jusqu'à terme il y a 39 ans, il sait que son témoignage est important. Donc je suis né il y a 39 ans. Autour de cette table, les femmes voient déjà en lui ce que pourraient devenir leurs propres enfants. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec mon histoire, avec aucune gêne pour la raconter. Même dès le départ, plutôt, je parle aux copains, quand je peux raconter ça à quelqu'un, je suis un super-héros. Moi, quand je suis né, personne ne le savait. C'est marrant. Et en fait, avec l'âge et en grandissant, on apprend des choses. Et en leur racontant à certaines personnes ne prennent pas vraiment de pincettes pour vous dire « mais c'est pas possible, hein, ça n'existe pas, ça ». Un bébé, ça bouge. Ta mère, elle le savait qu'elle était enceinte. C'est pas possible de pas savoir qu'on est enceinte, ça n'existe pas. En arrivant à l'adolescence, il s'installe une espèce de mal-être et de malaise. Parce que on se dit que si on me ment sur ça, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave derrière. Alors, j'ai su parler pour la première fois de ça, poser clairement une question très très douloureuse pour moi à mon père. C'était en 98. J'avais 29 ans. Et lors d'une discussion avec mon père, une discussion tard le soir autour d'un feu et un petit peu arrosé, je trouve le courage de lui demander « Papa, est-ce que tu es mon père ?» Parce qu'en moi a mûri l'idée que ma mère a caché la grossesse parce que je n'étais pas l'enfant de mon père. C'était ça ma conclusion. C'était ça mon idée. Et mon père n'a pas pu répondre, il a juste pleuré. Il a éclaté. Les larmes ont jailli vraiment. Et il m'a dit « Je suis ton père. Je suis ton père. » Mais derrière, il a voulu expliquer pourquoi il avait pleuré, pourquoi c'était si fort en lui cette question-là. C'était pas le fait que je puisse, c'est pas le fait que je lui pose cette question-là. C'était la souffrance qu'il a vue en moi, de se dire pendant combien de temps as-tu souffert? Pendant combien de temps as-tu eu en toi toutes ces choses-là pour que 29 ans après ta naissance, tu me poses cette question? Avec sa mère, en revanche, Pascal n'a toujours pas brisé la glace. Le déni est toujours un sujet tabou. Je me dis qu'il y a peut-être des questions qu'il faut que je lui pose un jour, sans avoir peur qu'elle me réponde. Mais c'est pas quelque chose qui apparaît comme possible pour moi, parce que il y a une espèce de mur invisible entre nous. Est-ce que quand ma mère me voit, elle voit des choses qui lui font mal? Ne serait-ce que mon arrivée. On se pose toujours la question de dire si j'étais né normalement. La réunion se termine. Si Pascal continue la discussion dans la cuisine, Mélanie, elle, est bouleversée par son témoignage. C'était dur, hein. Pardon. Pour lui. Et ben c'est que je sais pas si finalement est-ce que je dois le dire à Valentin, c'est ça finalement. Après tant de souffrance, parce qu'il vaut mieux pas lui dire que tout est arrivé normalement, quoi. Il y a autre chose, je l'ai pas oublié, mais il y a autre chose. Ouais, je me pose la question, vraiment.
les mêmes espoirs dans l'aîné que dans les autres de la fratrie. Je pense qu'il faut le dire. Je pense que c'est quelque chose. Il n'y a rien d'honteux, il n'y a rien de. T'es responsable de rien. Si on ne me l'avait pas dit. Si on ne me l'avait pas dit, puis qu'un jour, dans une réunion de famille, je sais pas, quelqu'un dise ah bah oui, c'est un peu comme toi, quand t'es né, personne t'attendait. Je pense que j'aurais pris ça comme une trahison. Donc je pense que c'est important de le savoir. Sachant effectivement que ce qui n'avait pas l'épaule de Pascal, c'est qu'aujourd'hui, il y a, entre guillemets, même si c'est monstrueux de dire ça, il y a des preuves qui vont montrer que ce que vous racontez, c'est pas n'importe quoi. Donc, je veux dire, il faut le faire. Tu seras bien que quand tu l'auras dit à Valentin. Si Mélanie a encore le choix de dire ou de cacher la vérité à Valentin, pour d'autres mères, cela risque de devenir plus compliqué. Conchita, qui amène le café. Il faut bien que tu serves à quelque chose. Ce matin, à l'association, on s'inquiète de la réaction nouvelle de certains médecins face au déni de grossesse. Alors, Marie, premier cas dans ce genre-là. Donc, Marie, déni total. Déni total, des douleurs abdominales terribles. Son mari la prend dans la voiture comme il peut, il l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, elle accouche. Elle est arrivée, elle était à 7 ou 8 cm. Le déni, c'est bien fini. Ah oui, attends. Donc, tu m'inquiètes. Son deuxième enfant, hein, elle a déjà un enfant de 3 ans. Voilà. Donc le couple soudé, enfin bon voilà, donc ils accueillent quand même cet enfant, ils sont très contents, ils repartent à la maison quelques jours après avec leurs 2 petits. Voilà, et l'enfant a aujourd'hui 8 mois, et qu'est-ce qu'ils reçoivent dans la boîte aux lettres? Une convocation du juge des enfants. Parce que l'hôpital, la maternité, a fait un signalement. Comme quoi ce n'était pas normal que cette femme ne sache pas qu'elle était enceinte. Ça veut dire qu'ils ont fait un signalement pour maltraitance. Tout à fait. Et ça, c'est la première fois qu'on a un cas Pour comme ça. suspicion de maltraitance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le déni de grossesse de cette femme qui a déclenché de la part du personnel de la maternité une incompréhension totale. Bon, de notre côté, que la maternité se préoccupe du devenir de l'enfant, ça c'est positif. Maintenant, il y a manière de le faire. Effectivement, on aurait préféré qu'on leur propose un soutien psychologique, qu'on leur propose un suivi. Ça, c'est là qu'on va en discuter avec elle. Un signalement de la maternité aux services sociaux suite à un déni de grossesse, c'est ce qui est arrivé à Véronique, une jeune lyonnaise de 28 ans. Oui, William. Depuis, William a été placé dans une pouponnière de l'aide sociale à l'enfance. Véronique le récupère le week-end. Pourquoi vous ne le prenez pas face à vous? Ça lui convient pas, donc j'ai trouvé le seul moyen pour qu'il puisse manger, c'est soit allongé à côté de lui, soit nos transats soient tenus contre moi en fait. Dos à moi. Le regard de la maman et du bébé sont importants. Là, il n'y a pas d'échange de regard. Non, il n'y a pas d'échange de regard lors des prises de biberon comme ça. Mais c'est soit la prise de repas est effectuée de cette manière et il prend son repas, soit je m'efforce de le regarder et il refusera de manger. William. La maternité avait noté dès la naissance une difficulté de madame à aller vers son bébé, à prendre son bébé, à être avec lui, à l'accepter dans un lien proche. Elle ne percevait pas les besoins de son bébé, elle était dans une difficulté d'empathie, c'est de représentation des besoins de son bébé, et par maman même, elle était dans l'incapacité de s'approcher de son bébé. Heureusement, depuis la naissance de William il y a 6 mois, Véronique a toujours été soutenue par Frédéric, le papa du bébé. Lui non plus n'avait pas vu que Véronique était enceinte. Lors d'une grossesse, on dit souvent qu'il faut 9 mois dans son corps, mais aussi dans sa tête pour devenir maman. Véronique, elle, n'a eu que 30 jours. Elle a découvert qu'elle était enceinte à 8 mois de grossesse. À l'époque, elle est étudiante en sociologie. Quand j'ai découvert que j'attendais William, j'ai été prise d'une immense frayeur. Et la première idée qui m'est passée par la tête, c'était de me jeter par la fenêtre, en fait. Et quand j'ai eu peur, et ensuite,
La pression est redescendue, mais pendant les jours qui ont suivi, on va dire, les 9 ou 10 jours qui ont suivi, je ne sais pas quelle décision prendre tant j'étais effrayée par la nouvelle et le choc que ça avait provoqué. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là? De le mettre en adoption, c'était l'idée principale qui a germé, c'était que pour le bien de William, surtout à 8 mois de grossesse, il serait bien mieux J'ai des gens qui désirent ardemment avoir un bébé. J'ai essayé de m'attacher, mais ça n'arrivait pas à venir, au contraire de ce que m'assuraient mes camarades d'université. Comme quoi l'attachement allait se produire au bout de quelques jours, voire à la sortie de maternité. Et rien venait en fait. Pas le rideau. Non, pas le rideau. C'est très drôle, oui, mais non. Contrairement à Véronique, Frédéric, lui, s'est tout de suite senti père. Ça n'avait pas été difficile pour moi de le reconnaître comme mon fils, parce que je crois que c'est une question de tempérament, parce que je suis comme ça, mais je m'habitue assez rapidement. Puis je crois que j'ai vécu comme les autres pères, en fait, qui ont pu se préparer pour 9 mois, parce que je sais pas, je suis comme ça. Alors, on était un peu pressé par le temps quand même, ça. Il fallait prendre une décision rapidement. Parce qu'on avait quand même sur la table l'éventualité de le faire adopter. Mais bon, comme on a estimé que ce serait quand même dommage de se priver de ça dans notre vie, et puis que William qu'on ne le connaisse pas, qu'il soit ailleurs. On a rapidement décidé quand même de le garder. De s'en occuper, et puis de faire des efforts pour lui, voilà. Et maintenant, on ne regrette pas. On ne regrette pas. Si Frédéric aujourd'hui ne regrette rien, pour Véronique en revanche, la peur de ne pas être une mère à la hauteur est toujours là. Une peur d'autant plus grande qu'à la naissance de William, les pédiatres se sont vite aperçus qu'il était aussi mal en point. William, au début de sa vie, c'était un petit garçon qui était tout le temps endormi en fait. On ne savait pas trop quand il était éveillé ni quand il était endormi. Il avait un truc bien spécifique, c'était j'entrouvre les yeux, je regarde qui est là et je referme aussitôt en fait. Soit c'était parce qu'il n'avait pas trop envie d'être avec les personnes qui l'entouraient, soit c'était pour se rassurer et repartir dans son monde. Là, il y a William avec un autre bébé et il est dans son monde, il est complètement en retrait, il refuse de regarder l'enfant en face. Pour se sentir bien, il faut une distance minimum. Sinon, ça le met mal à l'aise et ça le met en danger sentimentalement en fait. Tu me déshabilles, moi je prépare l'eau et tout. Oui, il sent bien. Ouais. Bon, à mon avis, il n'a pas été faire popo. Parce qu'il l'a déjà fait tout à l'heure. D'accord. Donc, il n'y a pas de déchets radioactifs. Hypersensible et renfermé sur lui-même, William serait atteint d'un problème de développement psycho-affectif. Réveille. Oui. Ça y est. Depuis 6 mois, il va un peu mieux, mais à tout moment, il peut régresser. C'est un traîneau. Viens, bébé. Allez. Hop, 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 hop. Oui, si tu mets ton pied, bébé, je peux pas te mettre dans l'eau. Ça moule le petit ventre. Oh. Oh, dis donc. Oh, c'est bien. Ah oui, c'est bien. On peut pédaler dedans? Oh. C'est dommage que si petit, il manifeste des symptômes de mal-être ou d'angoisse si importants en fait. À cause de quoi, vous croyez?
peut-être le déni de grossesse qui n'a pas été identifié plus tôt. Donc, oh là là. Oui. Oh là là. Oui, attends, on va te redresser un petit peu. Qu'il n'ait pas été identifié plus tôt et qu'il se sente pas désiré ou pas avoir... il se sent de trop peut-être, comme malvenu. Il ne savait pas où était sa place pendant longtemps en fait. Tu me le prends s'il te plaît avec la serviette. Ah oui, je t'ai pris serviette. Allez monsieur. Allez, hop. Attends. Oh, dis donc. Attends, je vais le prendre simplement. Je me sens triste par rapport à comment William peut se sentir au fond de lui et angoissée à l'idée de ce qui va se développer dans sa tête au fil du temps et ce qu'il va pouvoir devenir en fait. Vous avez peur de quoi? Que d'autres troubles se manifestent avec le temps, comme des symptômes dépressifs. J'attends que le temps passe pour en savoir plus en fait. 6 mois après le placement de William en pouponnière, si Véronique s'inquiète toujours, Frédéric, lui, voudrait récupérer sa garde définitive. Mais pour cela, il faut qu'il aille mieux et que Véronique aussi prouve sa capacité à assumer son rôle de mère. Alors un contrat a été passé avec les services sociaux. 2 fois par semaine, Véronique et William passent la journée dans une unité hospitalière de Lyon pour mère et bébé en difficulté. Bonjour. Oh, regarde, il y a plein de bolides. Oh, bah dis donc. Oh là. Bonjour William. Bonjour. Dis donc. Qu'est-ce que c'est? Oh, on a droit au sourire ce matin. Dans ce service, tous les bébés souffrent d'un trouble du comportement. Difficulté à s'endormir ou refus de s'alimenter, autant de problèmes qui entravent la relation avec leur maman. Alors pour que le lien se tisse au mieux, repas, bains, changes se déroulent à chaque fois avec l'aide d'une puéricultrice ou d'une infirmière de l'unité. Non mais d'habitude elle boit plus, hein. Mais là je sais pas. Une aide précieuse pour Véronique qui a besoin de pacifier sa relation avec William. Ici, elle est la seule à avoir fait un déni de grossesse. William, non. Ouais, ça te fait rire toi? Oui. Moi j'ai retrouvé les coups de pied. Ah. Tu fais mal à maman comme ça là? Tu lui fais mal? Et maman elle dit pas non? Je dis elle plus dit rien rien, du tout, non, maman. j'ai plus rien. Bah, pourtant ça serait important que c'est maintenant, faut dire madame. C'est surtout quand il tape bien le sternum, ça fait Non bien mais mal. oui, mais c'est important que vous puissiez lui dire non aussi, hein. C'est des tout petits qui comprennent le nous. Qui comprennent. On fait pas mal à sa maman quand on se change. Tu as le droit de bouger, tu as le droit de faire plein de choses, mais faire mal à maman, c'est pas possible. Oui, t'es sur le lapin là. Moi je te parle aussi. Il a dormi combien de temps? Si Véronique n'est pas très à l'aise avec William, c'est peut-être aussi que sa mère à elle n'était déjà pas très à l'aise avec elle. Ma maman a fait aussi un déni de grossesse jusqu'au 5e mois. Et, pour vous, lorsqu'elle vous attendait? Oui, pour moi, lorsqu'elle m'attendait, mais les raisons, ça, je les connais pas et je pense qu'elle n'a pas envie de les connaître non plus. Mais ça vous questionne, ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais je sais qu'elle n'était pas fan des enfants non plus, en fait. J'étais en gros la cause de tous ses soucis et de tout son mal-être. Et j'ai toujours eu peur de reproduire le même schéma qu'avait effectué ma mère avec moi. Et je voulais surtout pas reproduire, sa sévérité par rapport à un enfant. Et c'était surtout ça qui me préoccupait en fait. Midi, Frédéric, le papa de William, vient d'arriver dans l'unité. Alors, bébé. C'est l'heure de la consultation hebdomadaire avec le docteur Boudard, le pédopsychiatre de William. Il le suit depuis qu'il est né.
C'est bien de faire marcher sa bouche. Tu me l'attaches. Et ça te fait rire en plus, Tu me hein. l'attaches à Oh oui, je vois ça, hein. On voit, hein, il y a, après le palier un peu inquiétant d'il y a quelques semaines, là, on a vraiment l'impression que les choses redémarrent du point de vue de son évolution. Moi, je trouve que même d'une semaine à l'autre, là, il introduit du jeu, de l'espace, de l'intérêt. Oui. Non, mais on est tous dans le même sens comme ça. L'objectif de cette consultation, c'est aussi de préparer une réunion qui doit avoir lieu bientôt avec les services sociaux. Il a du travail à faire pour rattraper les choses. Donc, je voudrais... Après 6 mois de prise en charge, il faut décider si William peut revenir vivre avec ses parents ou si son placement doit être prolongé. Et nous, on était partis dans l'idée qu'à la fin du mois de juillet, William était de retour définitivement à la maison. Peut-être avant, enfin, le mois de juillet, c'était fini en fait le placement. Et quand l'assistante sociale est venue à domicile la semaine dernière, elle nous a fait pas des rappels, mais... C'est vrai qu'on a juste officiellement signé le prolongement de Oui, le fait qui s'était prolongement. opéré, puisque normalement ça s'est arrêté avant mi-juillet. Mi-juin, mais elle nous a rappelé qu'un bébé c'était à plein temps, que ça sera dur de s'en occuper, que sa place sera peut-être mieux en famille d'accueil. Tu l'interprètes. Non, mais elle l'a bien dit. Tu l'interprètes, non. Attends, elle a dit quoi? Vas-y, dis. Rien du tout ça. Tu interprètes. On voit manifestement que cette femme, elle a envie d'imposer un peu une petite idée d'aide le jour pour s'occuper de William. C'est pas le jour seulement, elle a dit aussi de famille d'accueil pour la nuit. Non plus. Ah si, ça elle a bien dit. Non, elle n'a jamais dit ça. Aïe. Mais... Elle a bien dit... De toute façon, c'est niette. Il n'ira pas en famille d'accueil. Bien. Quand vous n'avez pas entendu tout à fait les mêmes choses, on voit bien que ce qu'on entend est fonction aussi de ce que l'on souhaite entendre ou de ce que l'on craint d'entendre. Hein. Voilà, on est un petit peu... C'est mon impression aussi. Voilà. Et on retrouve la divergence que vous avez par rapport au retour de William. Vous, monsieur, vous avez toujours été assez pressé qu'il revienne. Je suis pour son retour progressif. Oui. Et madame était un peu moins pressée, on va dire, hein, avec plus de crainte par rapport à ce retour. Des craintes qui, pour Véronique, 7 mois après la découverte de son déni de grossesse, ne se sont pas estompées. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Dans quelques jours, Véronique et Frédéric sauront ce que les services sociaux ont décidé pour William. Un, deux, trois. On y va? Finalement, la peur d'un placement définitif a eu l'effet d'un électrochoc. Véronique a convaincu les services sociaux de lui donner une chance. William est rentré à la maison. Aujourd'hui, avec William, ça se passe beaucoup mieux par rapport au début. Si vous faites rien. C'est par rapport à comment il est. Il est tellement. Pas dire mignon, mais tellement joyeux. Beaucoup plus agréable à vivre en fait. Il me fait souvent rire en fait. Je me sens beaucoup plus attachée et heureuse de l'avoir. Pour aider Véronique dans son rôle de mère, une puéricultrice, une travailleuse familiale et une assistante sociale viennent désormais presque tous les jours chez elle. Si William va un peu mieux, rien n'est encore tout à fait gagné. La maman de Valentin, Mélanie, se déculpabilise petit à petit de son déni de grossesse.
On peut mettre ça avant d'aller au dodo. Aujourd'hui, elle le sait, un jour, elle racontera les conditions de son arrivée surprise à son fils. En attendant, l'idée d'avoir un deuxième enfant fait son chemin. Une grossesse découverte de préférence cette fois-ci dès les premières semaines. Béatrice, elle, continue d'aller voir sa belle-sœur Véronique Courgeot en prison. Près de 3 ans après les faits, elle sera jugée devant la cour d'assises de Tours, début juin 2009. Je pense que le fait que Véronique soit en prison actuellement est nécessaire. Il fallait qu'elle passe par la case prison pour d'abord réaliser qu'elle avait commis des actes qui étaient réprimés par la société, pour pouvoir prendre un temps pour étaler les cartes sur la table, pour penser à elle. Et si elle est condamnée à 15 ans de prison, les premières victimes seront ses 2 fils. Ce seront eux, en premier, qui seront condamnés à 15 ans sans leur maman. Julie, quant à elle, a décidé de militer pour changer le regard de la société sur ces femmes qui, comme elle, ont fait un déni de grossesse. Aujourd'hui, dans ce lycée de Marseille, pour la toute première fois, elle va parler de son histoire devant un public. Léo, Une classe de terminale S. on n'a pas tenté. Léa. Alors je vais me resituer dans le temps. Donc il y a 6 ans en novembre, j'avais 18 ans. Moi j'ai culpabilisé pendant 1 an où je pleurais assez régulièrement le soir. Et voilà, j'ai compris que non, quoi, de toute façon c'est pas ma faute. C'est la future génération, donc c'est à eux maintenant de faire évoluer les mentalités. Et voilà, oui, c'est sûr que ça peut être des futurs médecins, des futurs juristes ou autres. Et c'est eux qui vont faire la société future. Et voilà, moi j'ai été beaucoup jugée quand ça m'est arrivé. Et je veux pas que ça leur arrive ou que eux jugent sur un sujet aussi grave. Si vous l'aviez su, vous étiez enceinte, vous l'auriez gardé ou pas? Comment le bébé peut grossir dans le ventre sans faire de reprendre d'espèces? Pourquoi n'a-t-on pas assez d'informations sur ce déni? Les médecins ils vous ont dit que c'est arrivé qu'une seule fois ou c'est possible que ça vous arrive à nouveau? En fait, c'est le mental qui fait tout, quoi. C'est simple. Si on se dit pas qu'on est enceinte, le ventre il grossit pas.